Le murmure des verres et des couverts vibrait comme une pluie fine dans la grande salle. Les lustres reflétaient une lumière dorée sur les tables nappées de blanc. À 9h10 du soir, un samedi de printemps, les portes vitrées tournèrent lentement, et le vent de la rue apporta une odeur de pavés humides et de jasmin. Un homme en manteau noir entra, discret, un foulard sombre autour du cou, suivi d'un garde du corps massif qui se tenait à 2 pas derrière lui. Personne n'aurait remarqué sa présence si un éclat de rire n'avait pas jailli du fond de la salle, là où s'alignaient les espaces privés, là où les murs étaient recouverts de velours bleu et les lampes abaissées comme pour protéger les secrets. C'était la table du fond, celle que l'on appelait dans le carnet des réservations, la table du miroir, celle dont l'ombre embrassait la salle entière, la table de proue, la table d'honneur, la table réservée. Le maître d'hôtel, costume anthracite, regard vif, s'approcha de l'homme en manteau noir avec un sourire pressé. On sentait dans sa voix un zèle trop tendu pour être vrai, une note sèche cachée sous la politesse. Il lui proposa une table près de la fenêtre. L'homme en manteau regarda, sans hausser le ton, vers le fond, les grandes banquettes bleues, les bouteilles dressées comme des tours de verre. Et là, un couple. Ils avaient pris la table du miroir. Elle portait une robe rouge, très lisse, qui épousait des gestes étudiés. Il avait la mâchoire carrée, une barbe savamment négligée, une montre dont le cadran semblait un phare. Le serveur riait à leur plaisanterie. Une bouteille de champagne déjà entr'ouverte, la coupe prête, le flash d'un téléphone qui filtrait la scène. On aurait dit un plateau. On aurait dit une campagne publicitaire en direct. « Cette table est réservée », dit doucement l'homme en manteau noir. Sa voix était calme, presque feu sous la cendre. « Toutes nos excuses, monsieur », répondit le maître d'hôtel. « Ce soir, nous avons plusieurs personnalités et la gestion a fait une exception. » Le garde du corps serra la mâchoire. Un courant d'air passa par la porte qui se refermait. Les odeurs se mélangèrent à nouveau, poivre, beurre, cire, parfum de fleurs blanches venant du bouquet central, et la tension, invisible, gonfla la pièce. L'homme en manteau, sans cape ni couronne, avança de 3 pas. Ses chaussures crissèrent légèrement sur le parquet. Une cliente leva les yeux. Un journaliste gastronomique, 2 tables plus loin, posa son stylo. Le maître d'hôtel fit un signe discret à un serveur. On apporta une carte. On proposa un apéritif. On suggéra, en chuchotant, que la table du miroir était ce soir pour un couple très suivi sur les réseaux. L'homme en manteau noir cligna une fois des yeux, comme pour boire sa patience. « Cette table est la mienne », dit-il alors. Sa main se posa sur le dossier d'une chaise en hêtre. C'était la phrase tombée comme une pierre claire dans un puits profond. Elle fit des cercles qui atteignirent à la cuisine. On entendit au loin une casserole claquer contre une plaque. On sentit dans la salle un retrait, une respiration retenue. La femme à la robe rouge leva un sourcil amusé sans se retourner. L'homme à la montre lâcha un petit rire. Il leva sa coupe vers l'inconnu, comme on salue un figurant qui traverse le cadre. « J'adore votre assurance », lança-t-il, voix large, presque théâtrale. « Mais ici on est à Paris, pas sur un trottoir de province. Cette table, mon ami, c'est une question de statut. Et ce soir, le statut, c'est nous. » Il prononça « statut » comme on prononce « altitude ». Le maître d'hôtel, au lieu de calmer, appuya, peu à peu, sur une manette invisible. Il suggéra un autre coin, parla de confort, de tranquillité. Dans les mains de la femme en rouge, le téléphone restait allumé. On filmait. Un discret commentaire se glissa dans l'air. « C'est drôle, cet homme s'obstine. » L'homme en manteau noir, lui, attrapa doucement la nappe du bout des doigts. La toile était fraîche, amidonnée. Il ne la tira pas. Il ne fit aucun geste brusque. Il se contenta de se pencher pour glisser 4 mots dans le souffle des lumières. « Je possède ce lieu. » Les rires cessèrent net. Le serveur qui riait tout à l'heure s'immobilisa. Une coupe en l'air. On aurait dit une statue de cristal prête à se fendre. Le maître d'hôtel, une seconde, perdit sa couleur. On entendit jusqu'au couloir menant aux toilettes un silence compact. Les lustres chantèrent à peine, un long tintement presque inaudible, comme un frisson dans le verre. « Pardon » fit le barbu à la montre, avec un sourire qui vacilla. « Je possède ce lieu » répéta l'homme en manteau noir. Il inclina la tête, non pour menacer, mais comme on présente une carte de visite. « S'il vous plaît, laissez la table du miroir. Elle m'attend depuis longtemps. » La femme en rouge baissa enfin son téléphone. Elle observa l'homme,
sa peau sombre, son visage calme, ses yeux où la lumière se posait comme sur une eau immobile. Elle observa le maître d'hôtel, dont les mains tremblaient, puis elle regarda son compagnon, dont le sourire n'était plus qu'une ligne hésitante. Le gardien du protocole n'avait rien à dire. Le protocole était posé devant eux, aussi simple qu'une vérité. Dans la cuisine, un chef aux cheveux argentés, toque posé à la hâte sur une patère, avait déjà entendu. Il arriva par le couloir, essuyant ses doigts sur un torchon. Il s'arrêta à la limite de la salle. Il regarda l'homme en manteau noir et, en un instant, toute l'histoire de ce lieu remonta dans son regard. Le premier plan de travail, la première éraflure sur le parquet, le premier service où les applaudissements avaient couvert le tintement des couteaux, le premier critique qui avait écrit « Un souffle nouveau ». Tout cela tenait dans 2 mots, respect et mémoire. « Monsieur », dit le chef, voix basse. « Bonsoir. »« Bonsoir », répondit l'homme en manteau. Le chef n'insista pas. Il se tourna vers le maître d'hôtel. Il ne cria pas. Il ne s'indigna pas. Il dit simplement les mots qui, ici, valaient loi. « Faites ce qu'il a dit. » Le couple resta assis une seconde de trop. Dans la seconde suivante, le barbu se leva, un peu trop vite, heurtant la table avec son genou. La coupe trembla sans se renverser, comme si le champagne lui-même avait retenu son souffle. La femme remit son téléphone dans son sac à main. Sa robe froissa un micro-bruit de papier. Ils s'éloignèrent, lents, et s'installèrent à la table près de la fenêtre qu'on proposait, quelques minutes plus tôt, à l'homme en manteau. Personne ne les applaudit. Personne ne se moqua. La salle, en silence, ressemblait à une cathédrale où l'on vient d'éteindre une chandelle. Le maître d'hôtel tira la chaise de la table du miroir. « Votre table, monsieur. »« Merci, » dit l'homme. Il s'assit. On apporta de l'eau. On posa une bougie. À 9h25 du soir, la salle reprit sa respiration. On entendit de nouveau les fourchettes, les voix basses, les chuchotements. Mais quelque chose avait changé. Les conversations glissaient avec plus de précaution. Les regards pesaient moins, ou mieux. L'air semblait plus clair. Un parfum d'estragon et de citron flottait depuis la cuisine, où le chef donnait à présent des consignes fermes, calmes. L'homme en manteau ne regardait pas son téléphone. Il regardait la pièce, les murs, les tables, les détails qu'il connaissait mieux que personne, la micro-fissure dans le lac du pilier, la couture du velours bleu, le point précis où la lumière du lustre venait frôler la dorure du cadre au-dessus du bar. Il ne souriait pas. Sa bouche dessinait une patience ancienne. Il venait de reprendre sa place, mais la vraie histoire, ce soir, ne faisait que commencer. Ce n'était pas la première fois que l'on jouait avec lui à ce jeu de chaises musicales déguisé en protocole. Cela avait commencé bien avant la première étoile, bien avant la file qui, les soirs d'hiver, s'étirait comme un ruban sombre le long du trottoir. Cela avait commencé avec des klaxons, des regards glissants derrière des lunettes noires et des mots qui se laissaient tomber comme des miettes. « Pardon, monsieur, le privé n'est pas pour vous ce soir. Une autre soirée serait plus adaptée. Peut-être préférez-vous le bar ? » Chaque fois, un sourire. Chaque fois, une main polie vers ailleurs. Chaque fois, l'invitation de se faire petit, discret, convenable, acceptable. Le maître d'hôtel de ce soir avait appris dans de bonnes écoles à dire « non », avec un joli « bien sûr ». Il savait repérer les coiffures, les logos, les noms. Il savait aussi lisser d'un geste les froncements de sourcils, comme on replie une serviette tachée pour cacher la tache. Il avait construit dans sa tête une carte invisible de la salle. Ici, les habitués qui payent sans regarder. Là, les nouveaux qui paient pour regarder. Là-bas, ceux qui sont regardés. Et puis, sans qu'il le dise, sans qu'il l'avoue même à lui-même, il y avait ceux qu'on guidait vers la fenêtre, pour ne pas déranger, pour ne pas... Quoi ? Il ne le prononçait pas. Il savait que les mots font du bruit, et que le bruit fait des vagues. Le couple n'était pas venu ici par hasard. Ils avaient promis à leurs abonnés une soirée à la table la plus convoitée de Paris. Ils avaient négocié avec le responsable des partenariats, envoyé des statistiques de leurs vues et de leurs likes. On leur avait répondu par un sourire numérique. On leur avait ouvert la porte. On leur avait gardé la place. Ils avaient la certitude que le monde s'ajuste à leurs désirs. Leur arrogance n'était pas brutale. Elle était polie, parfumée, sertie d'un vocabulaire qui évoquait la lumière et la joie, et qui n'était que l'ombre portée d'un autre vocabulaire,
celui des frontières invisibles. Le responsable des partenariats n'était pas là ce soir. Il avait signé, le matin même, un document avec le logo du restaurant en haut. On y parlait de visibilité, on y parlait de cible, de tonalité, de activation. Il n'y avait pas un mot sur le respect, pas un mot sur la mémoire, pas un mot sur la main qui avait tracé la première ligne du plan de cette salle sur un papier millimétré. Tard, un soir d'automne, au-dessus d'une tasse de thé noir qui avait refroidi. Cette main-là était celle de l'homme en manteau. La première fois qu'il avait vu ce lieu, ce n'était qu'un chantier carrelé, un vague miroir fissuré contre le mur, des fils électriques qui pendaient comme des lianes. Il avait respiré l'odeur du plâtre et du bois brut, le reste de poussière déposé sur sa langue comme une farine. Il avait tracé avec ses doigts, dans l'air, l'emplacement des tables, visualisé la cuisine ouverte, senti la chaleur des plaques, imaginé le bruit d'une salle pleine. Il venait de loin, si loin que les rues de Paris, au début, lui semblaient des couloirs trop étroits pour les rêves qu'il avait en tête. Il parlait peu. Il écoutait. Et quand il parlait, c'était pour dire des choses qui restent. Ce soir, pourtant, il avait failli accepter. Une table près de la fenêtre, quelque chose d'agréable, un coin tranquille. Il avait failli, parce que la fatigue était grande, parce que le trajet avait été long, parce qu'il est des jours où l'on préfère se taire pour économiser son souffle. Et puis le rire du barbu. Le mot « statue », prononcé avec cette façon d'appuyer sur la syllabe comme on appuie sur une tête pour la maintenir sous l'eau. Alors non. Alors pas cette fois. Le maître d'hôtel, après avoir obéi, cherchait maintenant à réajuster le récit. Il s'approcha avec un geste stupide. « Monsieur, permettez-moi de présenter nos excuses. Une confusion malheureuse. Nous tenons à vous offrir. » Il hésita, puis reprit. « Un geste de notre part. » « Laissez tomber les gestes, » dit l'homme. « Occupez-vous des gens. » Ce n'était pas une phrase pour humilier. C'était une phrase de métier. Elle contenait quelque chose de plus vaste. La manière de tenir une salle, d'en faire un lieu vrai, un lieu où ceux qui servent et ceux qui sont servis sont, au moins l'espace d'un repas, à la même table, au moins par la dignité. Le couple à la fenêtre chuchotait. L'homme jetait des regards vers le fond. Il avait déjà commencé à corriger sa légende pour la vidéo. Une anecdote amusante, un malentendu. La femme, plus attentive, observait la manière dont les serveurs parlaient à l'homme en manteau. Elle voyait comment la cuisine envoyait. Elle percevait qu'ici le pouvoir ne se criait pas. Il se tenait droit, comme une ligne de basse qu'on ne remarque pas mais qui tient toute la chanson. À 9h40 du soir, les huîtres arrivèrent, ouvertes, avec la précision d'une horloge ancienne. Elles sentaient la marée et le couteau propre. Le chef les avait choisis lui-même en fin de matinée, quand le vent soufflait de l'ouest, apportant une fraîcheur salée sur le boulevard. L'homme en manteau regarda l'assiette, sourit enfin, fugace. Les années se superposèrent comme des feuilles fines. La première fois qu'il avait mangé des huîtres sans rien. La première fois qu'il avait compris qu'on peut goûter un pays dans l'eau d'une coquille. La première fois qu'il avait promis qu'il construirait un lieu où ce goût ne serait pas réservé à quelques-uns. Le maître d'hôtel s'effaça. La salle suivit son rythme. Le couple filmait moins. La femme ne filmait plus. Les paroles revenaient, réglées, nettes, comme un mécanisme qu'on a dépoussiéré. Les nappes, les bouquets, les couteaux, les menus, tout semblait, à cet instant, remis à sa place. Mais dans un recoin, une ombre restait. Elle avait la forme d'un dossier de partenariat et la voix douce d'un homme qui croyait que l'argent de la visibilité remplace la valeur. Cette ombre, ce soir, allait devoir parler à voix haute, sur une scène plus grande que cette salle. Elle n'était pas née ici. Elle était née dans un bureau aux vitres teintées, sous la lumière d'écran froid, au milieu de phrases où le mot « audience » remplaçait le mot « personne ». Et ceux qui la nourrissaient n'étaient pas des monstres. Ils étaient juste habitués. La première réaction fut simple. On rangea un téléphone. On baissa une voix. On détourna un regard. Ce fut discret, presque pudique, comme quand on referme un rideau qu'on avait malencontreusement tiré trop fort. Pourtant, sous ce geste, un feu commença à prendre à très petit bruit dans un bois d'archives, de souvenirs, de promesses. À 10h moins 10, la porte de la salle privée s'entr'ouvrit. Une femme âgée entra, élégante, cheveux courts d'un gris lumineux,
manteau clair, un parfum de violette discret. Elle marchait avec une canne dont le bout en caoutchouc dessinait un son doux sur le parquet. Toc toc toc, un rythme presque musical. Elle avait été infirmière, puis patronne d'une petite librairie, puis retraitée. Elle avait connu ce lieu le premier mois, quand la peinture sentait encore la peinture. Elle savait qui était l'homme en manteau. Elle fit un geste bref au maître d'hôtel, puis elle se dirigea vers la table du miroir, posant sa main fine sur le dossier de la chaise. « Bonsoir », dit-elle. « Je ne viens pas vous saluer pour le spectacle, je viens vous remercier. J'ai vu des choses ce soir qui m'ont rappelé d'autres choses, plus anciennes. J'ai entendu des mots qui n'ont pas été prononcés, mais qui sonnaient très fort. L'homme en manteau hocha la tête. La vieille dame s'assit un instant, comme si sa mémoire avait besoin d'une chaise. « Ici, dit-elle, j'ai fêté un anniversaire important, celui où j'ai appris que mon petit-fils sortirait de réanimation. Ce n'était pas ici en soi, c'était ce que j'ai senti ici. Comme si ce lieu m'avait dit, vous avez votre place. Ce soir, vous avez rappelé cela, alors merci. » Elle se leva. Le maître d'hôtel, touché, s'approcha pour l'accompagner. Le couple près de la fenêtre la regarda passer sans un mot. L'homme évita son regard. La femme, elle, soutint ses yeux avec douceur. Quelque chose avait bougé dans ses traits, une attention nouvelle, une curiosité moins décorative. À 10h05, le responsable des partenariats entra à son tour, cravate desserrée, visage grave. Il avait été appelé par un message sec du chef. « Venez ». Il vit le couple à la fenêtre, vit l'homme en manteau à la table du miroir, vit le maître d'hôtel immobile, et toutes ces phrases préparées, apprises par cœur, se dissipaient comme de la vapeur. Il comprit. Non pas une faute de protocole, une faute de sens. Il se dirigea vers la table du fond, prêt à sortir son carnet d'excuses, ses promesses de « revoir nos procédures ». Il trouva sur le bord de la table la main de l'homme en manteau qui lui fit signe d'attendre. « Pas de mots tout de suite », dit l'homme. « Regardez. » Alors le responsable regarda. Il vit un serveur porter avec soin un plat de poisson. Il vit une jeune sommelière expliquer à un couple la différence entre deux crus, sans prétention. Il vit un commis replacer discrètement une chaise pour que le manteau d'une cliente ne traîne pas. Il vit la vieille dame sourire. Il vit le barbu regarder sa montre sans la voir. Il vit sa propre erreur, non pas comme un blâme, mais comme un miroir. Cette table, ce lieu, ce n'était pas un décor à louer. C'était une promesse à tenir. « Demain matin, » dit l'homme en manteau, « vous et moi, 8h30, dans mon bureau. On regardera tout. On remettra droit ce qui a été tordu. Pas avec des mails, avec des décisions. »« Oui, monsieur, » dit le responsable d'une voix blanche. La femme en rouge se leva, hésita, puis s'approcha, mains liées devant elle, sans téléphone. « Monsieur, » dit-elle, « pardonnez-moi. J'ai suivi un fil sans me demander où il allait. J'ai voulu une scène. J'ai oublié qu'il y a des endroits où l'on entre en silence. » Elle marqua un temps. « Si vous acceptez, j'aimerais, dans ce que je publie, ne pas raconter l'anecdote, mais parler de la leçon. » L'homme en manteau la regarda longuement. Son regard n'était pas une arme. C'était une fenêtre ouverte. Il inclina la tête. « Parlez des personnes, » dit-il. « De celles qu'on voit et de celles qu'on ne voit pas. De celles qui servent et de celles qu'on sert. Parlez du goût du poisson quand on écoute l'histoire de celui qui l'a levé du filet ce matin, dès 5h, dans un froid qui mord les doigts. Parlez de la main qui prépare, de la main qui tend, de la main qui reçoit. Si vous ne savez pas que c'est cela un restaurant, alors vous ne savez rien. » Elle hocha la tête, presque émue. Elle sentit, à l'intérieur d'elle, la place où se dépose la honte quand elle est utile, celle qui, au lieu de ronger, enseigne. Le barbu resta à sa place, comme si le coussin avait poussé des racines. Il regardait sa coupe vide. Il semblait plus jeune, soudain, un peu perdu. Le chef, revenu vers la cuisine, dit simplement à son second, « Écoute la salle. Elle te dit toujours la vérité. La révélation ne fut pas seulement la phrase « Je possède ce lieu ». La vraie révélation arriva avec une preuve, simple comme un tableau accroché sur un mur. Quand l'homme en manteau se leva, à 10h20, il demanda au maître d'hôtel d'ouvrir la porte à côté du bar. Une petite porte presque invisible dans le lambris. Derrière, un corridor étroit menant à un bureau. L'odeur changea. Moins d'estragon,
plus de papier et de cuir. Au fond, une pièce claire, une grande table, des plans encadrés. Sur le mur, une photo en noir et blanc. Un chantier, des hommes en combinaison, lui, plus jeune, debout sur un tas de sacs de plâtre, un casque sur la tête, un sourire rare, un rire pris au vol par l'objectif. À côté, une plaque. Premier coup de pioche, 8 heures du matin, un mardi de février. Les chiffres ne criaient pas. Ils racontaient. Le responsable des partenariats entra, pâle. Le maître d'hôtel resta à l'embrasure, comme un élève appelé chez le proviseur. Le couple hésita, puis la femme fit un pas, légèrement. Le barbu resta au seuil, intention retenue. « Asseyez-vous », dit l'homme en manteau. Il sortit d'un tiroir un dossier brun. Il l'ouvrit. On y voyait des documents. L'acte d'achat du bâtiment, la liste des fournisseurs, des lettres de responsables de chantier, des esquisses de la première carte, l'écriture du chef, très nette, quelques ratures, un petit dessin d'une assiette de coquillage. Il posa, à côté, une feuille avec le plan de la salle. La table du miroir y était dessinée en bleu. Un cercle autour, et un mot écrit à la main, « Mémoire ». Cette table, dit-il, n'est pas pour attirer des regards. Elle est pour que nous nous rappelions pourquoi nous avons commencé. C'est là que j'ai signé, un soir, très tard, un premier contrat avec une jeune maraîchère qui n'avait que 3 parcelles et la colère de faire bien. C'est là que nous nous sommes excusés, la première semaine, auprès d'un client à qui nous avions mal cuit un turbo et que nous l'avons invité à revenir, à nos frais, parce que c'était juste. C'est là que ma mère a pris un café quand elle est venue sans prévenir, un après-midi, et qu'elle m'a dit « Tu n'as pas construit un restaurant, tu as construit un endroit où l'on se souvient que chacun a sa place. Cette table, je ne la garde pas pour moi, je la garde pour ce que nous devons protéger. » Le silence devint plus doux. Le maître d'hôtel inspira. On entendit derrière la cloison le bruit du plonge, clair et régulier comme une pluie. Le responsable des partenariats baissa la tête. « J'ai oublié, dit-il, que nos choix dessinent des frontières. Je croyais aux colonnes du tableur. Je n'ai pas regardé la salle. Je n'ai pas entendu son cœur. Alors écoutez-le maintenant, dit l'homme. Et demain, on mettra ça dans les procédures. Pas le cœur, mais ce qui le protège. » La femme en rouge fit un pas vers la photo en noir et blanc. « On dirait que la poussière sentait la promesse, » dit-elle. « Elle sentait la fatigue, » répondit l'homme. « Mais on avait la promesse dans les poches. » Il referma le dossier. Il remit tout en place. Il ne brandissait pas des titres, des chiffres, des trophées. Il ouvrait une mémoire pour que ceux qui devaient la porter n'aient pas l'excuse de ne pas savoir. Quand ils revinrent dans la salle, il était 10h40. Les desserts sortaient, un millefeuille aux fraises, une crème légère, un parfum de vanille tiède. La salle avait repris sa douceur, mais on sentait sur les tables un dépôt invisible de vérité, comme un pollen discret qui féconde les lendemains. Le clou public, pourtant, n'eut pas lieu dans cette salle. Il arriva le lendemain, à 12h30, sous la lumière plus dure d'un plateau télévision d'information locale. Ce n'était pas un choix de spectacle, c'était un choix de clarté. La veille, quelqu'un avait filmé le début de la scène. La phrase d'entrée du barbu, la réponse nette, la main sur le dossier de la chaise. Les images circulaient. On y lisait tout et son contraire. Alors l'homme en manteau accepta l'invitation du présentateur qui, d'ordinaire, mettait en scène des polémiques pour faire frémir l'audience. La table en verre réfléchissait les visages comme une vitre d'aquarium. Le présentateur souriait, incisif. Il avait préparé des phrases. « Certains disent que vous avez humilié un couple de clients. Je n'ai humilié personne, » répondit l'homme. « J'ai rappelé une règle date de la première brique posée. Ici, on ne loue pas la mémoire. On la sert. D'autres disent que vous avez joué votre statut pour prendre une table. Le statut, c'est un mot qui s'ennuie vite, » dit l'homme. « La place, ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Quand on construit un lieu, on doit tenir l'histoire qui l'habite. On accuse votre maître d'hôtel de... » Le présentateur hésita. « Profilage. » Il prononça le mot comme on prononce un terme médical. « Il a fait une erreur, » dit l'homme. « Oui, mais je ne gouverne pas par la honte, je gouverne par l'exigence. Vous me demandez une phrase bien scandaleuse. Je n'en ai pas,
J'ai un rendez-vous à 8h30 pour réécrire nos procédures. J'ai une réunion avec toute l'équipe pour dire les choses simples. Ici, tout le monde a sa place, et personne ne prend la place des autres parce qu'il parle plus fort. Le présentateur crut faire un bon coup et demanda « Vous avez dit hier soir la phrase devenue virale. Je possède ce lieu. Vous êtes un milliardaire. Est-ce que vous comprenez que vos mots puissent sonner comme une domination ?» L'homme sourit sans ironie. « Je comprends. Alors permettez-moi une précision. Quand je dis je possède ce lieu, je dis que j'en porte la charge. Je dis que je suis le premier responsable des erreurs et le dernier à croquer dans le pain chaud. Je ne brandis pas ma fortune. Je brandis la promesse faite aux gens qui ont construit ce lieu avec moi, qu'ils seront respectés. Il y a des phrases qui paraissent des étendards et qui ne sont que des manteaux pour couvrir ceux qui ont froid. Ce fut le moment où la table en verre parut vibrer. Le présentateur, un instant, quitta ses fiches. On vit passer dans son regard comme une vraie question, moins brillante, plus humaine. « Pourquoi ce restaurant ?» demanda-t-il. « Vous pourriez vivre ailleurs, investir partout. Pourquoi ce coin de rue ?»« Parce qu'un jour, dit l'homme, à 6h du matin, un dimanche, j'ai senti le parfum de baguette dans cette rue. J'ai vu un vieux monsieur donner un croissant à une enfant sans parler, et j'ai compris qu'il y a des villes qui ont des gestes qu'on ne doit pas laisser mourir. J'ai voulu bâtir un endroit où ces gestes se reconnaissent. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que je sais faire. » Le plateau, malgré lui, devint une salle. Le public applaudit, pas fort, pas longtemps, mais assez pour changer le bruit autour d'une histoire. Dehors, la lumière de midi avait une dureté d'été. À 13h, des messages arrivèrent dans la boîte du restaurant. De lointaines villes, des villages proches, des apprentis, des patrons, des clients, des gens qui disaient des mots simples. « Merci, on viendra, on a compris, on n'avait pas compris, on va regarder autrement. » Le couple, lui, publia une vidéo sobre. On n'y voyait pas de champagne, pas de coupe, pas de robe rouge. On y voyait la femme, sans maquillage prononcé, dire « Hier, nous avons confondu scène et lieu, nous avons appris. On ne fera pas semblant de n'avoir rien vu. On remercie. » Le barbu ajouta « J'ai cru que le monde était un miroir qui me renvoyait ce que je préfère. Il n'est qu'un monde. Je vais m'asseoir ailleurs, tant que je ne sais pas encore où regarder. » Cela fit moins de vues que leurs vidéos habituelles. Mais on dit que ceux qui l'ont regardé ont pris le temps, plus que d'ordinaire, d'aller dîner avec leurs parents. Le soir même, à 19h, la salle du restaurant sentit à nouveau l'estragon. Les réservations n'avaient pas diminué. Les conversations avaient un autre grain. On entendit plus souvent, entre les plats, « s'il vous plaît » et « merci ». Ce ne fut pas un miracle. Ce fut un ajustement, un réglage. Parfois, un lieu, pour rester lui-même, doit être corrigé en public. Les chiffres n'ont pas de cœur, mais ils disent des choses quand on les écoute sans les tordre. L'homme en manteau les posa, quelques jours plus tard, sur la grande table du bureau. Il y avait des statistiques internes, des retours clients, des remontées d'équipe. Le chef, le maître d'hôtel, la sommelière, le responsable des partenariats, une commis, un plongeur, une hôtesse, tous étaient là, assis autour, mug de café chaud entre les mains, portes ouvertes sur la cuisine vide, à 9h15 du matin, un mercredi. L'odeur du pain grillé passait depuis la petite cuisine du personnel. Le soleil effleurait la tranche des dossiers. « On va parler clair », dit l'homme, « pas pour remplir des cases, pour comprendre où nous nous sommes laissés glisser. » Il montra des courbes de temps d'attente selon les places. On vit que la table près de la fenêtre recevait plutôt le champagne que la table près du pilier. Il montra des retours écrits. On lut des mots qui, mis bout à bout, dessinaient une pente. On nous a installés près de la circulation alors que d'autres sont arrivés après nous et ont eu mieux. On nous a demandé de parler moins fort alors que la table du fond riait sans pause. On m'a tourné le dos au moment de commander. Il montra surtout une série de petites notes photographiées sur le cahier des réservations. Des prénoms, des métiers, des VIP écrits en rouge, des symboles de réseau, des noms de marques. Il posa à côté une feuille blanche où il écrivit « Dignité ». Ce qui est écrit ici, dit-il en montrant la feuille « Dignité », doit pouvoir corriger ce qui est écrit là, dit-il en touchant le cahier avec les VIP. On n'efface pas les réalités d'aujourd'hui. On les domestique. Le maître d'hôtel parla. Sa voix était moins sûre qu'à l'ordinaire, mais plus juste.
On a confondu accélérer pour certains avec freiner pour d'autres. On a mis des tapis rouges là où il fallait mettre des tables stables pour tous. La commis jeune dit timidement « Parfois, j'ai eu peur de dire que ce n'était pas juste, parce que je croyais que c'était l'ordre des choses. Alors dorénavant, dit l'homme, l'ordre des choses inclut que l'on t'écoute et que l'on ajuste. » Ils décidèrent, ensemble. Pas de VIP, sans motif interne valable. Santé, accessibilité, cérémonie annoncée à l'avance. Pas de partenariat qui réservent une table au détriment des habitués qui n'ont que leur fidélité pour carte de visite. Une charte simple, visible pour l'équipe, affichée dans la salle de pause, écrite en mots nets. Ici, on accueille d'abord, on place ensuite. On n'échange pas le sens contre du bruit. Ils ajoutèrent une procédure étrange pour un restaurant, et qui, pourtant, devait le sauver plus d'une fois. Un temps de lecture, le matin, de 5 minutes, où l'on lit à haute voix un message choisi parmi les retours de clients du mois, au hasard, bon ou mauvais, pour entendre la salle avec la voix des autres. Ceux qui n'écrivent jamais eurent alors un lieu pour parler. Et parce que le monde parle chiffres, l'homme montra aussi ceux qui comptent pour le comptable. Chiffre d'affaires, marge, panier moyen. Il expliqua ce qu'il répète à qui veut l'entendre. La dignité n'a jamais fait baisser un panier moyen. Elle en augmente la valeur. On boit mieux quand on n'a pas à justifier sa présence. On mange mieux quand on ne se sent pas toléré. Ils parlèrent, longuement, de ce qu'ils n'avaient pas vu venir. Puis ils parlèrent de ce qu'ils voyaient maintenant. À 11h10, la réunion prit fin. La cuisine s'ouvrit comme une scène prête pour le premier acte. Le service du midi fut clair comme une page blanche. Ce n'était pas parfait. Cela respirait mieux. Dans l'après-midi, l'homme en manteau prit le temps d'écrire une lettre. Pas une lettre ouverte. Une lettre envoyée avec un timbre, du papier, une enveloppe. Elle était adressée à sa mère. Il lui racontait le bruit de la salle quand il avait dit « Je possède ce lieu », non pas pour se vanter, mais pour lui dire que, même en haut, parfois, le vent pousse. Il lui parlait du barbu, de la femme, du maître d'hôtel, du responsable, de la vieille dame à la canne. Il lui disait « Tu avais raison, une table peut être un moteur ou un mur. Il faut choisir tous les jours ce que l'on construit. » Le verdict ne fut ni une punition spectaculaire, ni une pendaison publique de boucs émissaires. Il fut prononcé un lundi matin à 8h45, dans la salle de pause transformée en petite salle d'audience interne. On y avait installé une table, des chaises, un thermos de café, quelques croissants restés tièdes. L'équipe, au complet, était là. L'homme en manteau se leva, posa ses mains sur le bois. « Je ne cherche pas un coupable unique, dit-il. Je cherche une responsabilité partagée. Voici la sentence. Elle est simple. 1. Nous reconnaissons notre erreur de la semaine dernière. Elle est écrite ici. » Il brandit une feuille imprimée. Nous avons confondu visibilité et vérité. Nous avons traité des clients comme des symboles. Nous nous excusons. 2. Nous réparons. Le couple revenu dîner ce soir-là ne paiera pas leur addition. Ce n'est pas pour acheter leur silence. C'est pour laver notre faute. 3. Nous changeons. La charte est adoptée. 4. Nous apprenons. Chacun, cette semaine, passera 1 heure à un poste qu'il ne tient pas d'habitude. Le maître d'hôtel passera 1 heure à la plonge. Le chef passera 1 heure à l'accueil. Je passerai 1 heure à débarrasser à midi. Et nous le ferons non pas pour jouer à l'humilité, mais pour comprendre par les mains ce que les mots oublient. Le maître d'hôtel inspira, puis dit à son tour « Je demande pardon à l'équipe pour ma part dans cette pente. Je demande pardon au monsieur que j'ai essayé de déplacer. Je ne savais pas. Je croyais que je savais. Ce n'est pas la même chose. Je travaillerai à savoir. » On n'applaudit pas. On hocha la tête. On sentit que ces mots-là, à l'endroit où ils sont dits, ont du poids. La même journée, l'homme rédigea un message adressé aux clients sur le site du restaurant. Il y parlait comme on parle à table. Phrase courte, pas de grandiloquence. Il évitait les justifications. Il invitait à revenir, pas pour soutenir, mais pour goûter mieux. Il ajouta une ligne qui sonnait comme une ligne de vie. Si, chez nous, vous avez un jour eu le sentiment d'être moins que d'autres, dites-le nous. On ne vous répondra pas avec une remise. On vous répondra avec un fauteuil qui ne grince pas, un regard qui écoute et un plat à la bonne température. Le responsable des partenariats, lui, envoya des messages moins publics. Il contacta d'autres lieux, d'autres responsables. Il dit la vérité sans se blanchir.
On a fait une bêtise. Je l'ai signée, je la délie. Nous chercherons des collaborations qui ne tordent pas le sens. Sinon, pas de collaboration. Il perdit un contrat. Il reçut un mail d'un petit théâtre qui n'osait pas se vendre aux vues. Merci, on se sent moins seul. Il sourit avec une fatigue heureuse. Le couple, un soir, revint, incognito. La femme portait un pull camel. L'homme, une chemise bleu pâle. Ils demandèrent à la table près du pilier. On les installa là. Ils mangèrent simplement. En partant, ils laissèrent un mot plié sur la table. Nous avons appris à regarder avant d'allumer. Merci. La serveuse le trouva. Elle sourit. Elle n'avait pas connu l'histoire. Elle n'avait pas vu la vidéo. Elle commençait juste. Elle entra dans ce métier pour faire partie de quelque chose de beau. Elle se dit que c'était un bon endroit pour le faire. La presse, après le bruit, passa à autre chose. C'est sa nature. La salle resta. C'est la sienne. Le mardi suivant, à 20h10, un homme seul entra. Il portait un manteau usé, tenait un livre. Il s'assit près de la fenêtre. Il commanda un plat du jour, une eau, un café. Il lut. Il sourit parfois, comme si les phrases lui caressaient le front. Personne ne le filma. On le regarda entrer, on le salua, on le laissa en paix. Ce fut une petite victoire. Pas de quoi remplir un direct, mais assez pour tenir une promesse. Les mois passèrent, et ce qui s'était passé ce soir-là, la voix posée, « Je possède ce lieu », devint moins une anecdote qu'une balise. On la voyait, de loin, comme on voit la petite lumière d'un phare, non pour s'y jeter, mais pour ne pas se perdre. L'été arriva, les portes restèrent ouvertes plus tard. Un souffle d'air entrait, emportant l'odeur du tilleul du square. Les touristes mêlaient leur français, hésitant aux voix des habitués. On servait des tomates au parfum de soleil, de la pêche de ligne, des herbes qu'une jeune agricultrice apportait au petit matin dans des caisses encore humides de rosée. Le maître d'hôtel avait changé. Il parlait moins vite. Il regardait plus. Il avait lié des amitiés silencieuses avec des clients qu'il n'aurait pas remarqués avant. Il prenait chaque jour 10 minutes pour être au pas de la porte, sans brassard, sans tablette, juste pour être là, pour que les premiers regards qui entrent rencontrent les siens. Ce n'était pas dans le manuel, c'était dans le lieu. Le responsable des partenariats organisa un jeudi une soirée étrange. Pas de story, pas d'influenceurs, pas d'invités. On invita des chauffeurs de bus du quartier, des infirmières de garde, des enseignants de l'école d'à côté. On posa des tables plus serrées. On expliqua des plats. On ne fit pas de photos. On écrivit des cartes à la main pour remercier. On appela cela la soirée des mains. L'homme en manteau passa de table en table, s'arrêta aux histoires. Il écouta une infirmière raconter une nuit d'hiver à 4 heures du matin, quand une cafetière vide ressemble à une montagne. Il écouta un chauffeur parler des virages serrés de la ligne de bus. Il écouta un maître d'école dire la victoire d'un enfant qui apprend à lire le émoué. Il se coucha tard et dormit bien. Le bruit du monde, cette nuit-là, semblait aligné avec le bruit de sa poitrine. La femme en rouge, de son côté, lança une série de vidéos plus simples. Elle visita des artisans sans lumières agressives, elle parla du goût, de la patience, elle cessa de filmer les gens qui mangent pour filmer ceux qui préparent. Elle perdit des abonnés, elle en gagna d'autres. Dans un café, un matin, elle croisa la vieille dame à la canne. Elles parlèrent. La vieille dame dit avec une malice douce, « On peut apprendre à nager à tout âge. L'important est de ne pas garder l'air dans la gorge. » Elles rirent, prirent un thé, se quittèrent comme se quittent celles qui savent qu'elles se recroiseront dans un quartier, autre coin de rue, autre époque. On pourrait croire à une fin heureuse. Ce n'en était pas une. Ce n'était pas une fin. C'était une suite. La ville n'est jamais une histoire que l'on ferme. Elle est un livre en cours, avec des taches de café, des pages cornées, des anneaux de verre. Parfois, un chapitre brille un peu plus, parce qu'on y a écrit quelque chose qui nous aide à avancer. Et si l'on écoute bien, tard, très tard, quand les couverts sont rangés, quand la salle ne sent plus que la cire et le pain rassis, on entend parfois un bruit très discret depuis le fond, la table du miroir. Ce n'est pas un fantôme. C'est la mémoire qui respire. Elle n'exige pas, elle rappelle, elle dit « On se souvient, on recommence demain ». L'homme en manteau, souvent, passe la main sur le dossier de cette chaise avant de partir. Il murmure, à voix trop basse pour être entendu, des prénoms, des dates, des phrases qui ne feront pas de titre. Elles font mieux.
elles tiennent le lieu. Un soir d'automne, la pluie fit briller le trottoir comme un cuir neuf. À 21h, un groupe entra. Ils riaient, parlaient fort. 2 d'entre eux voulurent la table du miroir. Ils insistèrent. On leur proposa une autre place. Ils insistèrent encore. L'un d'eux dit une phrase qui avait déjà été prononcée. Ailleurs, par d'autres, une de ces phrases rondes qui roulent facilement dans les bouches et abîment l'émail des lieux. Le maître d'hôtel sourit, mais son sourire n'était plus un masque. Il disait la vérité. Cette table n'est pas à louer. Elle sert à nous rappeler pour qui nous dressons les autres. Je vous propose une table d'où l'on voit la cuisine. Vous verrez des mains. Vous vous y plairez, si vous aimez les lieux qui ont un cœur. Ils s'installèrent là. Ils rirent moins fort. Ils mangèrent mieux. Ils partirent en disant qu'ils reviendraient. L'un d'eux, en sortant, s'arrêta à la porte, respira l'air de pluie, et dit à son ami « C'est drôle. J'ai l'impression que le monde fait moins de bruit après. » Son ami répondit « Non, c'est toi qui fais plus de silence. » Il n'y eut pas de morale écrite en lettres capitales sur un mur. Il y eut des choses plus modestes, des gestes à la bonne taille, des phrases qui choisissent leur place, des regards qui ne pèsent pas. Il y eut surtout la fidélité à ce que signifie posséder quand on est adulte, ne pas confondre son reflet avec le monde, offrir un toit à ceux qui passent. Rappeler parfois publiquement que certaines tables ne disent pas « moi d'abord », elles disent « ensemble ». C'est peut-être cela, au fond, la seule phrase à retenir derrière le glamour, derrière l'argent, derrière les chiffres qui montent et descendent. Ensemble. Elle ne brille pas. Elle tient. Elle se glisse dans les fibres d'une nappe, dans l'odeur d'un plat chaud, dans le cliquetis d'un verre que l'on repose avec soin. Elle rend possible la chose la plus simple et la plus rare, se sentir à sa place sans avoir eu à l'arracher. Et si, d'aventure, une autre nuit, quelqu'un se lève, derrière vous, pour réclamer une table qui n'est pas pour la frime, mais pour la mémoire, vous saurez quoi faire. Laissez la place. Non parce qu'il est riche, non parce qu'il est puissant, mais parce que parfois, un lieu ne tient debout que si l'on accepte qu'une table soit le cœur. Le cœur n'est pas à prendre, il est à protéger. Et c'est une chance quand on est présent d'assister à ce rappel. Un soir, très tard, après que tout fut rangé, l'homme en manteau resta seul face au miroir. Il ôta son manteau, il posa son foulard, il regarda longuement la salle vide, entendit dans sa tête les voix du soir, les excuses sincères, les phrases ajustées, la vieille dame, le chef, la jeune serveuse, le barbu, la femme en rouge, le maître d'hôtel, le responsable qui avait appris à dire non à des chiffres. Il pensa à la première brique, à la dernière serviette repassée. Il pensa à cette phrase devenue une étiquette quand, en vérité, elle était une clé. « Je possède ce lieu », murmura-t-il, non pour régner, mais pour rendre. Au dehors, la pluie avait cessé. Les pavés, encore humides, reflétaient les lampadaires. Un livreur passa, épaules basses, casque accroché au sac. Un chat traversa, léger. La nuit, en France, c'est parfois se tenir comme une salle à la fin d'un service réussi. Elle garde l'éclat sans faire trop de bruit. Le lendemain, à 8h45, une jeune apprentie ouvrit. Elle respira l'odeur de cire, de pain neuf, de café. Elle s'arrêta un instant face à la table du miroir. Elle posa la main sur le bois, comme on salue quelqu'un. Elle sourit sans savoir pourquoi. Puis elle mit en place, en pensant à ceux qui viendraient, aux mains qui serviraient, aux yeux qui regarderaient sans juger, à cette phrase simple qu'elle avait lue sur une feuille affichée dans la salle de pause. Ici, on accueille. Elle se dit que cela suffisait pour commencer une journée.